Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée Média Pro. Ce soir, nous allons continuer à parler sur justement la reine Elisabeth, sa disparition, mais aussi sa présence à l'écran, aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Ce soir, pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter une collègue journaliste. On n'a pas l'habitude souvent d'inviter des femmes journalistes. Cette fois, on a préféré inviter Houda Jama'a, qui est spécialisée un petit peu dans tout ce qui est médias et télévision. Bienvenue, Houda. Merci beaucoup, Salim. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, bien sûr. C'est un honneur pour moi. Et on va passer, Inch'Allah, 1h30, plein de culture et de cinéma. C'est lancé. Justement, Reda Hariras, tu es très attendu après ta forte intervention la semaine passée sur la présence de la reine Victoria à Sidi Abdelrahman. J'espère que tu vas nous raconter la suite ce soir. Bien. C'est court. Faisal, toujours sans cravate, mais toujours présent pour parler justement de la critique des médias. Ce soir, on va parler de tous les films, les séries, mais également la présence de la reine Elisabeth dans plusieurs films et surtout son amour pour le 7e art. Mais avant de commencer, notre traditionnel arrêt sur image dans le zapping de Média Pro, nous avons choisi de présenter 3 images qui ont marqué cette semaine dans la majorité des télévisions en Europe et dans le monde arabe. On regarde et après on revient au débat. La scène se déroule hier matin dans une banque en plein centre-ville de Beyrouth. À visage découvert, la braqueuse revendique son acte. Je n'avais plus rien à perdre. Nous avons atteint le fond. Il y a 2 jours, je suis allée voir le directeur de la banque et je lui ai dit « Le temps nous échappe. Ma sœur est malade, elle va mourir. » Il m'a répondu qu'il ne pouvait me donner que $200. You sold 12 earlier. We don't go to it. Something to. Oh God, I hate this. Oh look, it's going everywhere. Hang on. So nobody got shot. Where's the man? Oh look, it's everywhere. Can't bear this bloody thing. What are they doing? Everyone's stinking. Voilà, c'était les images marquantes de la semaine. Bien sûr, les images un petit peu dramatiques qui se sont déroulées au Liban avec plusieurs attaques sur des bureaux de change et des banques qui ont conduit l'État, enfin le gouvernement libanais à fermer pendant une certaine période les banques à cause des attaques successives et le manque de sécurité. Mais on a voulu un petit peu marquer ce passage par un autre passage, c'est dans un autre pays arabe, c'est toutes les queues qu'on a vues sur les réseaux sociaux et même sur la même chaîne. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la chaîne qui a diffusé les images de la prise d'otage dans un bureau de change à Beyrouth est la même chaîne qui a diffusé les images des queues pour avoir le plaisir d'acheter le dernier iPhone 14 pour la somme de $2000, je crois. Hein. Presque, oui, 1800, presque 1800 $. Voilà, exactement. C'est pas donné. Alors, on donne la première réaction pour toi, Houda. Qu'est-ce que ça reflète pour vous, ce contraste des 2 images? Eh ben, premièrement, il faut noter que ce sont 2 pays qui sont vraiment différents. C'est le Liban et face à lui, c'est Dubaï, c'est les Émirats. C'est un pays qui vit en crise et un autre qui vit en aisance. Donc, c'est pas pareil. La communauté de Dubaï vit aisément, c'est des gens riches qui se permettent d'acheter des iPhones et plein d'autres trucs vraiment trop chers. Par contre, au Liban, il y en a des gens qui
qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à couvrir leurs charges. Ils n'ont plus d'électricité. Voilà. Ils cotisent de l'argent, mais ils peuvent plus retirer son argent. Là, la fille, elle avait vraiment une situation. C'est une star qui est connue et qui a été soutenue par plusieurs chanteurs et stars libanaises. C'est une fille qui vit dans une vraiment situation trop critique. Sa sœur est malade. Elle n'avait pas quoi faire. Donc du coup, elle est partie pour retirer son argent et elle n'a pas pu. Donc elle a réagi d'une manière assez cavalière, puisqu'elle a pris un gun, comme on dit. C'est humain. Quand on voit un membre de notre famille vraiment souffre et on a de l'argent. C'est notre argent. Et on ne peut pas retirer notre argent. Là, c'est un peu difficile. Et ce pays-là, qui est un très beau pays, qui s'enfonce depuis 3 ans maintenant dans la crise économique. Une crise économique, pratiquement depuis l'explosion, normalement, du port. Du port, oui. Moi, je dirais que c'est tout à fait logique. Par contre, à Dubaï, je dirais no comment. Parce que moi, j'ai un principe, j'ai une thématique dans ma vie, c'est que l'objet ne me manipule pas. Mais les réseaux sociaux, ils ont un petit peu fait le contraste entre ces deux images. Hein. Surtout que c'est la même chaîne qui a diffusé les 2 images. C'est une chaîne de télévision. C'est ça le travail des médias. Voilà. Faisal, comment tu analyses justement ces 2 images? Bien sûr, tu as suivi comme tout le monde les incidents qui sont succédés au Liban grâce à cette image qui a été très largement médiatisée. La preuve, on a pris des images des télévisions françaises, hein, M6 et France 2. Comment expliquer ce qui se passe au Liban à travers ce drame un petit peu humain? Oui, comme l'a dit Houda, cela montre les paradoxes du monde arabe. Parce que vous avez dans le monde arabe des pays très riches et des pays très pauvres. Je n'ai qu'à citer le Soudan, la Somalie, Djibouti et d'autres, bien que Djibouti s'en sort pas mal ces dernières années, mais cela interpelle également la solidarité arabe. Il y aura bientôt un sommet arabe à Alger, la thématique de l'économie, je pense qu'elle sera abordée. Et donc, le Liban a besoin d'aide, a besoin d'être soutenu par ses frères arabes. Il n'y a pas mieux que les frères pour vous soutenir. Le Liban est dans une crise politique, mais également économique, fragilité très grande. C'est l'un des taux les plus élevés de l'inflation dans le monde. Ça a avoisiné 300%. C'est un pays qui avait connu ça déjà dans les années 70-80. Et la livre libanaise a perdu de sa valeur absolument, à une vitesse vertigineuse. Absolument. C'est très difficile, compliqué, comme l'a expliqué Houda, d'avoir son argent dans la banque. On ne peut pas en disposer. Et donc, l'acte de la dame qui a donc attaqué, c'est un acte de rébellion, mais c'est également un acte d'impatience. Les citoyens libanais ont déjà assez supporté, ont été très impatients jusque-là. Crise de l'énergie, de l'électricité, des denrées alimentaires. Et c'était vraiment la limite. Ça veut dire que les gens, maintenant, ils peuvent plus supporter cela. L'autre paradoxe, c'est qu'on a vu effectivement des gens se bousculer ou faire des queues pour avoir l'iPhone 14 et 14 Pro et 14 Max Pro, avec des prix variant entre 1800 et 2000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a eu déjà des queues au Japon, également en Inde, en Australie, dans d'autres pays. Mais ça a été plus médiatisé à Dubaï. Oui, on n'a pas montré les images en Australie, mais on a montré ceux aux Émirats Arabes Unis. Peut-être qu'il y a aussi des calculs derrière. Mais disons que cela montre effectivement les 2 mondes arabes que nous avons devant nous. Est-ce qu'il y aura des solidarités pour que... c'est bien d'avoir un iPhone, mais c'est bien aussi d'aider le voisin qui est dans l'attente d'une aide et d'un soutien, notamment un soutien financier, un soutien politique aussi. Parce que le Liban a besoin de Reda, moi je voudrais bien, on ne va pas revenir sur le Liban et Dubaï, mais sur la dernière image, justement, il y a un contraste un petit peu, on a fait un petit peu le parallèle actualité oblige, on a montré cette image du roi Charles en train de signer un document officiel et son énervement et sa façon de gérer cette simple signature a fait le buzz et ça a poussé les Français à faire une parodie. Oui, c'est la situation d'une personne qui, ça peut arriver à tout un chacun, parce que le nouveau roi Charles, il est scruté et puis... lors de sa signature, lors de sa prise de pouvoir, un moment d'énervement a été très largement médiatisé. Parce qu'il a oublié qu'il y avait une caméra.
Tout simplement, il ne s'est pas encore adapté à l'image. Oui, il s'est laissé faire, je dirais même qu'il s'est laissé vivre, parce que ça fait depuis plusieurs jours quand même que nous assistons à ces funérailles. Ça dure depuis plus d'une semaine maintenant. Et très probablement que la concentration du roi Charles, elle a tendance à diminuer, parce que c'est une personne qui est en charge d'un royaume, qui a tout un royaume sur ses épaules. Et ce sont des funérailles qui n'en finissent plus, parce que vous imaginez, ça fait depuis plus d'une semaine, matin, midi et soir, il est obligé de rester debout ou assis, toujours à faire attention à ceci et à cela. Et à un moment donné, bon, on finit par craquer. Il a, bien sûr, bon, il a ces moments d'énervement. Il hérite aussi d'un caractère qui est un peu cavalier, c'est celui de son père. Le prince Philippe avait tendance aussi à s'énerver lorsqu'il était en situation de surmenage. Oui, c'est un roi coléreux. Charles III. Contrairement à sa mère. Contrairement à sa mère, qui est beaucoup plus patiente, qui ne montre pas sa colère en fait. Elle ne la montre pas en public. Voilà, exactement. Elle est très calculatrice. On la voit que dans les films et les séries. Oui, on a vu comment elle réagit froidement lorsqu'il y a des crises, notamment la crise de 1992, on reviendra là-dessus. Mais le détail personnellement qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il oublie la date. Ça veut dire qu'on a un roi aussi vieux, 73 ans, bientôt le 14 novembre il va aller 74 ans, donc il va, comme l'a expliqué Leda, qui hérite d'un royaume qui est en difficulté, parce qu'il faut noter que le royaume de Grande-Bretagne est en difficulté économique, politique, le Brexit, tout ça, c'est très compliqué à gérer. Et donc il commence mal, à mon avis, surtout en oubliant la date. En plus, pardon, Faisal, cette situation royale en Grande-Bretagne arrive en plein changement de gouvernement britannique, en fait. Oui. Et la première ministre, la nouvelle première ministre, est totalement effacée des médias au profit de la reine qui a disparu, mais aussi du nouveau roi, le Charles III, et aussi ses enfants, parce que même ses enfants, le prince Harry et le prince William sont un petit peu sous les feux des projecteurs. Oui, Harry et Meghan veulent s'éloigner de la famille royale, comme on le sait, depuis déjà deux ans. Mais malgré ça, ils ont assisté aux funérailles. Il y a un royaume effectivement qui est en difficulté parce que le taux d'inflation est très élevé en Grande-Bretagne. Il y a une crise après le Brexit. Le règne de Johnson a été un règne catastrophique, des rapports avec d'autres pays, notamment des pays de l'Union européenne. Il y a des pays qui se rebellent dans le royaume, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui veulent s'éloigner de la couronne, y compris à l'intérieur de la Grande-Bretagne, parce que le taux de ceux qui sont contre la royauté, la monarchie est très élevé, notamment parmi les jeunes. Et tout ça, Charles III doit les gérer. Il doit les gérer et gérer rapidement parce que on sent que même en Europe actuellement, il y a beaucoup de défis par rapport aux monarchies, pas uniquement la monarchie britannique. Ruda, tu voulais intervenir là-dessus? Oui, je voulais dire juste un point. On voit le roi Charles III, hier, il avait décidé une nouvelle décision, c'est qu'il a autorisé son fils, le prince Harry, à assister aux funérailles en portant la tenue officielle. Et c'était comme étant un cadeau offert de sa part, puisque c'était l'anniversaire de son fils. Donc on voit un roi qui change ses avis, des décisions du jour au lendemain. Ça, c'est pas bien. D'un côté. D'un autre côté, on voit un roi qui est beaucoup plus humain qu'avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Charles a été toujours sous les Lumières. Il était toujours plus médiatisé que toute la famille royale. Il a vécu vraiment une partie de sa vie, c'est la jeunesse. Plein de scandales, plein de médias, de paparazzi. Donc, ce n'était pas facile pour lui. Donc, il était en train de réfléchir. Est-ce que je serai accepté? Est-ce que je vais assumer la tâche? Est-ce que je vais digne de ce trône, c'est pas facile. Moi, je dirais qu'il était beaucoup plus stressé qu'autre chose, et voire même sous le choc, parce qu'il a attendu pendant 73 ans pour être roi. C'est pas facile. Et vous pensez justement le fait qu'aujourd'hui, il a changé de tempérament. On a remarqué que le Charles d'avant n'est plus le Charles d'aujourd'hui. Moi, je vois que Charles d'avant n'est plus depuis son mariage avec Camilla.
depuis qu'il est devenu stable avec Camilla, qui est l'amour de sa vie aussi, il faut mentionner ça, il est devenu beaucoup plus stable, beaucoup plus zen, loin des scandales. On voit d'autres membres de la famille royale qui sont sous les projecteurs. Mais contrairement à lui, il vivait sa vie aisément, comme une vie, moi je dirais une vie qui ressemblait à... royal, mais en retraite. Oui, mais c'est un roi qu'il faut noter, Houda, que Charles III n'est pas un roi aimé. Parce que il y a eu des clashs avec le public juste après sa sortie. Les Britanniques n'ont pas oublié. La chaîne Jazeera, on a fait un petit peu. C'est le fantôme de Diana. Oui, c'est le fantôme de Diana qui le poursuit. Le livre My True Story, qui est sorti en 92, a beaucoup marqué. Et pour les Britanniques, Charles a trahi Diana. Et Diana est morte dans un accident tragique. Et curieusement, le changement au sein de la royauté britannique arrive 10 jours après l'anniversaire de 1997. On va en parler à travers les... C'est un roi qui n'est pas très populaire. On va en parler. Moi, je voudrais avoir ta réaction, Faisal, sur la parodie d'Alain Chabat. Alain Chabat, qui est connu pour ses programmes anciens des nuls, a fait une parodie d'une vidéo parodiant un petit peu le roi Charles III. Et en même temps, c'est un spot qui va passer c'est une émission qui va passer sur TF1 et qui n'a rien à voir parce que c'est une émission de show qui s'appelle le Late Show et il a utilisé Jamel Debbouze, Léa Drucker pour justement parodier le roi. Pourquoi les médias français s'intéresse-t-il justement à la couronne britannique? Parce que la France était un ancien royaume et la royauté a aussi des anciens adversaires aussi. Oui, il y a eu des guerres entre les deux royaumes dans les anciens temps. Il y a beaucoup de rivalités. Rappelez-vous entre les deux. Rappelez-vous la crise des sous-marins avec l'Australie, la Grande-Bretagne. Il y a des anciennes rivalités qui reviennent. Et Alain Chabat a fait œuvre, à mon avis, d'un opportunisme. Il a sauté sur l'occasion parce que c'est un grand moment de télévision. Les funérailles qui n'en finissent pas, comme dit Reda. Les funérailles auront lieu officiellement demain. Et donc, Alain Chabat a sauté sur l'occasion parce que l'humour d'Alain Chabat ne fait plus rire les Français, on le sait. C'est un humour qui date des années 1930. Il a récupéré le buzz au sillage. Oui, absolument, pour avoir le buzz, parce que c'est aussi à la mode dans la scène artistique française. Je pense qu'Alain Chabat, je ne sais pas s'il va réussir dans son émission, parce que l'humour aussi a des limites, parfois. Moi, je dirais que c'était pour lui un buzz assuré, puisque la vidéo réelle a fait le tour. A déjà fait le buzz. Le tour de la planète. Donc, du coup, il s'est en profité. C'est un double donc, buzz. c'est une stratégie de marketing. Il est monté sur la vague, c'est tout. Oui, Reda. Et puis, j'insiste pour dire aussi qu'il y a un héritage historique, parce que les Charles sont mal aimés. Charles I et Charles II ont mal fini. Il y avait eu une révolution à l'époque. C'était quelle période, Charles I et Charles II le XVIIe siècle. C'était des rois aussi. Oui, Charles Ier. Et ça a fini par une révolution. Et on a prédit aussi à Charles III une situation compliquée dans le cas où il y aurait une désintégration du Royaume-Uni. Et donc, par conséquent, de ce point de vue-là, il fait très attention à son début de règne et il ne voudrait pas être chahuté. Ce qui explique aussi toute cette tension qui pèse sur lui. Si on revient au cas de la France, bon, la France est nostalgique aussi. Hein. Il y a une certaine France qui est nostalgique de cette période royale. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni a soutenu les contre-révolutionnaires français à la fin du XVIIIe siècle. Et jusqu'en pour faire tomber la royauté en France. Quoi. Et ils ont soutenu donc les contre-révolutionnaires français pour restaurer la royauté restaurer en France. la France. Ouais. Enfin, le royaume français. Et le Royaume-Uni a joué un rôle décisif dans la restauration des Bourbons en 1814-1815. Et par la suite, le Royaume-Uni a servi aussi de vitrine pour les réformes constitutionnelles en France, aussi bien avec les monarchies que les républiques au cours du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier aussi que l'Angleterre a vaincu Napoléon à la bataille de Waterloo, et c'est là où, disons, l'Empire de France à l'époque a fait faillite, non ? Faire faillite, non, ça a été une défaite. C'était une défaite militaire qui a conduit à la fin, justement,
de tout l'empire de France comme il a été construit par Napoléon Bonaparte. Oui, ça a été une défaite militaire parce que Napoléon avait en face de lui plusieurs nations. C'est toute une coalition. On dit les Anglais, mais en juin 1815, Napoléon s'était battu contre les Anglo-Néerlandais ainsi que les Prussiens. Les Prussiens, oui. Et combien même s'il avait réussi à vaincre donc ces deux adversaires à la bataille de Waterloo, derrière, il y avait les Russes et les Autrichiens qui l'attendaient. Donc, la situation était mal partie. Pourquoi? Parce que le projet napoléonien, c'est un projet aussi qui va dans le sens des nationalités, ce qui n'arrangeait pas les royaumes européens de cette époque-là. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous coalisés contre lui. Et l'Angleterre a joué un rôle avant tout financier et militaire par la suite, parce que la France était un adversaire redoutable au niveau notamment aussi bien économique que commercial, et il n'était pas question que Napoléon puisse contrôler le port d'Anvers, parce que le port d'Anvers à cette époque-là, en Belgique, c'était le principal débouché qui menait vers l'Europe continentale, puisque c'est le Rhin qui s'écoule. Je t'ai ouvert la brèche, finalement, tu ne t'es pas arrêté. C'est un sujet qui est très large. Merci pour cette accroche historique. On va revenir un petit peu à notre dada, comme on dit, et on va parler de télévision et de cinéma. Bien sûr, la reine d'Angleterre a été rendue célèbre depuis quelques temps, depuis quelques années, grâce à une série sur Netflix, The Crown, qui est la couronne, et depuis 2016, elle fait, elle est la vedette d'une série qui a eu beaucoup de succès, aussi bien dans les tabloïds britanniques que dans les canards de critiques audiovisuelles. On va voir la bande-annonce et on revient sur le débat et parler sur le succès justement de cette série. Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom. Le choix de mon nom? Oui, madame. Votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine. Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth. Soit. Longue vie à la reine Elisabeth. Vous vous sentez seul? En effet. C'est pourquoi il est important d'avoir la bonne personne à ses côtés. Vous comprenez que les titres de noblesse, ce n'est pas le travail. C'est elle, le travail. Aimez-la. Protégez-la. C'est elle qui est l'essence de votre devoir. Nous avons un nouveau souverain. Une femme, une jeune femme. Je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance. Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous? Soyez ferme, appuyez-vous uniquement sur la loi. Je sais que c'est Winston Churchill, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes personne. La reine d'Angleterre. Cette nouvelle période élisabéthaine arrive à un moment où l'humanité se tient dans un équilibre précaire, au bord de la catastrophe. Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine? Je suis les deux et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux. M'agenouiller devant mon épouse est hors de question. Votre épouse ne vous le demande pas. Mais ma reine me l'ordonne, n'est-ce pas? Je vous demande de faire une exception pour moi. Non. Quelle sorte de mariage est le nôtre? Quelle sorte de famille est la nôtre? Je dois parler à ma sœur. Maintenant! Je suis bien consciente d'être entourée par des gens qui pensent pouvoir faire un meilleur travail. Sûrement très fort, avec une force de caractère. Mais pour le meilleur et pour le pire, la couronne est posée sur ma tête. J'ai vu 3 grandes monarchies mises à bas parce que ceux qui les dirigeaient n'avaient pas su séparer leurs exigences personnelles et les devoirs de leur charge. Vous devez vous interdire de commettre des erreurs similaires. Doit toujours gagner. Voilà, c'était la bande-annonce de la série de Netflix, Crown. Houda, cette série a gagné en puissance depuis ces dernières années, mais elle a encore
plus regardé ces derniers jours, puisque le décès de la reine Elisabeth II l'a un petit peu fait renaître de ses cendres. Oui, effectivement, c'est très logique, parce que ceux qui n'étaient jamais intéressés par ce genre de série, qui est un style de biographie, voulaient savoir qui était vraiment cette reine. Et parce que The Crown avait une réputation d'incarner la vie de la reine Elisabeth et de toute la monarchie britannique durant la période d'Elisabeth. Cependant, la reine Elisabeth a déjà suivi seulement la première saison de la série. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas aimé la deuxième. Donc, elle s'est arrêtée, elle n'a pas pu suivre la troisième et la quatrième. Maintenant, tout le public est en attente de la cinquième saison, voire même la sixième saison. Parce que la série se comporte de 60 épisodes, dont 10 chaque saison. Et chaque saison part de 10 ans, donc une décennie. Donc, Elisabeth, selon le Daily Express, a suivi quelques épisodes de la première saison en disant que tiens, je vais essayer, c'est une série qui parle de moi, je vais suivre. Elle voulait savoir est-ce que vraiment cette série mérite, puisque déjà elle est créée par qui ? Par Peter Morgan, qui a déjà fait le scénario. Il a déjà fait le scénario de Queen. Donc elle a dit quoi? Je vais essayer de suivre. Elle a suivi, et sa fille, la princesse Anne, voilà, l'a conseillé de la voir. Elle a commencé de suivre et puis elle s'est dit il y en a quelques événements qui ne sont pas vraiment réels. Surtout la relation entre le prince Philippe et le prince Charles, c'est-à-dire le papa et le fils. La série montre que Philippe était moins sensible avec son fils, il ne s'intéressait pas aux envies de son fils, il le traitait mal. Il paraît que, moi j'ai pas vu la série, j'ai vu que quelques extraits, il paraît que même la princesse Diana est sévèrement lynchée par la famille dans la série. Là c'est la saison 4. Mais la première saison déjà, elle c'est l'arrivée au trône. Voilà. Parce que la saison 4 était la plus attendue. Pourquoi ? Parce que le public savait très bien que ça va être l'incarnation de Lady Di, princesse des cœurs. Très bien. Voilà. Mais la première saison, ça parlait de Elisabeth, de sa petite famille, de sa sœur de Margaret, du mariage de Margaret, alors que le mariage de Margaret n'était pas comme ils ont incarné dans l'histoire. Dans l'histoire, ils disent que Margaret tombe amoureuse du pilote. Après, elle décide de se marier avec lui. Après, la reine lui menace de lui retirer son titre, son allocation annuelle. Alors qu'en réalité, non. La reine travaillait avec le Premier ministre pour trouver une solution, créer des conditions pour sa sœur, pour qu'elle puisse garder tout ça. Aussi, The Crown est je dirais que c'est une des séries les plus chères du monde. Oui, il paraît que... Oui, elle fait partie du top 10. C'est à 130 millions de dollars. C'est 7 millions de dollars l'épisode, mes amis. Oui. 5 millions de livres sterling. Ils ont dépensé 130 millions de dollars durant les 2 premières saisons. Parce que ça demande beaucoup. C'est énorme. Parce qu'il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de Mais c'est une travail. Série très luxueuse. Oui, c'est une série qui plonge. La première, il y a eu déjà la série Versailles en France pour une partie de. Elle n'a pas eu le même succès. Non, pas le même succès parce que c'est beaucoup mieux réalisé. Versailles était. C'est réalisé. C'est une série de Canal+. De Canal+. Cette série est la première qui raconte la famille royale de l'intérieur, parce que la saison 1, c'était la période 1947-1956, ça veut dire le mariage de Margaret, Alexandra Marie, parce que ça s'appelle comme ça, avec le prince Philippe, qui est d'origine allemande. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, on a montré dans cette première saison comment les gens étaient opposés, comment elle allait se marier avec un Allemand quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième série, effectivement,
on a des détails qui n'ont jamais été racontés par les médias, parce que les médias sont complices, les médias britanniques, notamment les médias conservateurs, lorsqu'il s'agit de la famille royale, on s'intéresse au scandale, mais on ne s'interesse pas à des choses très importantes. On ne révèle pas les faits historiques. Ouais. Les faits historiques, mais également la faiblesse politique de la reine. The Crown, on montre dans la première saison comment elle était très limitée sur le plan politique et économique aussi, et elle se faisait aider notamment par Churchill et par ses premiers ministres, comment elle gérait les scandales, parfois de maître, parfois se laisser faire. Ces rapports qui étaient conflictuels avec Philippe, les rapports Philippe avec son fils Charles, le rapport avec Diane. Donc cette série a révélé beaucoup de choses qui ont beaucoup plu au public. Personnellement, j'ai vu les 4 saisons et bientôt il y aura la 5e saison. On annonce qu'elle va sortir en novembre prochain. Il y a eu une interruption à cause de. Oui, interruption de la 6e épisode. La 6e n'était pas vraiment prévue par Peter Morgan, mais ils ont décidé de l'ajouter parce qu'il y avait encore des choses à dire. Et je pense que la 5e saison va être une saison à scandale parce qu'elle va raconter une période les plus compliquées de la reine. La reine a perdu beaucoup de sa popularité dans les années 90. L'affaire de sa fille Anne, la séparation avec son mari, c'était un scandale d'ailleurs. La même chose pour son Andrew, l'incendie du palais de Windsor, etc. Et tous ces détails, c'est un peu la télévision qui crée l'histoire. Parce que l'histoire de la royauté n'a pas jamais été racontée, elle a été racontée, mais toujours soit d'une manière magnifiée. On présentera toujours la reine Elisabeth comme une grande dame. On oublie que la reine Elisabeth est aussi une chef d'armée. Et l'armée britannique s'appelle l'armée royale, et l'armée royale britannique a commis beaucoup de crimes en Inde, durant la période coloniale, avec la bénédiction d'Elisabeth II, parce qu'il y a beaucoup de monde qui maintenant qui la magnifie. Elle est aussi responsable en tant que chef d'église aussi, et en tant que chef militaire. Tout ça est montré, parce que la période des années 50, c'est montré aussi dans Crown, comment elle avait géré l'affaire des Malouines, notamment avec l'Argentine. Elle était d'accord. Elle n'était pas hostile à cela. Donc, c'est des détails qui ont été montrés, qui, à mon avis, pour les historiens, c'est une matière, même s'il y a un peu une part de fiction, comme l'a expliqué Ouda, mais il y a beaucoup de révélations de cette série. J'ai lu, par exemple, que la majorité des critiques n'étaient pas opposés à la série parce que le scénariste Peter Morgan, et qui est aussi producteur délégué de la série, ont été très, très minutieux dans le traitement de l'information, aussi bien historique que ce qu'on appelle de l'histoire privée de la Absolument, il a été informé de l'intérieur. Oui, informé de l'intérieur, mais il s'est référé un petit peu à tous les écrits qui ont été faits. Les écrits, et certains soupçonnent Margaret d'avoir livré quelques détails, la sœur de la reine. Justement, on a parlé de discussions internes des détails dans le palais qui ont été révélés dans la série. Ces discussions ne sont jamais sorties du palais. Du palais, ça veut dire que seule une personne qui était à l'intérieur les a écoutées. Donc on a pensé à Margaret, on a pensé à Harry, on a pensé à William aussi. Mais évidemment, Morgan a eu des informations de première main pour faire cette série. C'était une série très bien alimentée. D'après des tabloïds anglais, il a payé des gens qui travaillaient... Des domestiques, voilà. Il a payé des domestiques pour leur livrer quelques détails de ce qui se passait, un petit peu des détails croustillants, qui font un peu la force de la série. Oui, comme l'histoire de l'homme qui est entré dans la chambre de la reine. Tout à fait. Ça n'a pas été raconté dans l'épisode, je pense, 3. Un homme qui est arrivé à rentrer dans le palais de Buckingham, il est entré jusqu'à la chambre de la reine. Cela n'a jamais été écrit dans la presse britannique. C'est raconté dans la... Bon, on dira qu'il y a de la fiction, il y a l'histoire. C'est toujours le même débat qu'on a dans le cinéma. Est-ce que le cinéma écrit l'histoire ou pas? Mais effectivement, cette série raconte beaucoup de choses d'intéressant, notamment à l'intérieur. C'est vrai ce que tu as dit, c'est que les tabloïds britanniques n'ont pas été... négatif pour la reine concernant cette série. En fait. Oui, Prince Charles aurait dit qu'il n'aimait pas du tout la série, bien sûr, parce qu'elle montre sous des traits qui ne sont pas très beaux. Le prince Philippe, il avait déjà déclaré que c'était ridicule. Voilà. Est-ce que, justement, le palais, est-ce qu'il réagit à ces films, à ces séries qui un petit peu parlent des secrets, parlent de l'intérieur du palais? Est-ce qu'il y a des communiqués, un service de presse qui réagit? Non, il ne réagit pas dans la mesure où il pense que c'est de la fiction. Parce que, rappelez-vous, le film de Stephen Frears, The Queen, en 2006, écrit par Peter Morgan d'ailleurs, et qui a montré aussi un visage hideux de la reine, parce que c'était la période après la mort de Diana, en 1997. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Parce qu'ils l'ont appelé... Oui, 1997, parce que c'était, on dira que c'est les moments les plus difficiles de toute le règne d'Elisabeth II, parce qu'elle a été critiquée par les Britanniques après son silence, parce qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. C'est l'épouse de son fils, c'est une princesse, elle n'a rien dit.
elle dit comme si elle était heureuse de cette mort. Et cela est montré dans le film. D'ailleurs, le film n'a pas du tout aimé par la royauté en Grande-Bretagne, The Queen, en 2006. Mais pour dire que le cinéma, parfois, raconte ce que les médias ne racontent pas. Il y a aussi la position engagée de certains cinéastes, Stephen Frears, mais aussi Mel Gibson. Dans le film Braveheart, où il critique un petit peu le royaume d'Angleterre. Même le film où il montre un petit peu l'intrusion de l'armée britannique aux États-Unis à l'époque, au Canada, tout ça est révélé dans les films. C'est une critique directe à la politique indirecte de la colonisation britannique dans le Nouveau Monde, ou bien un petit peu en Afrique. Dernièrement, les Indiens en Inde, parce que l'Inde a été colonisée par les Britanniques, il y a eu maintenant un mouvement anticolonial qui revendique que la Grande-Bretagne restitue 45 000 milliards de dollars. Les Indiens disent aux Britanniques, OK, vous avez été chez nous, OK, vous avez construit un empire où le soleil ne couchait pas, mais vous avez pris beaucoup de richesses. S'il n'y avait pas de richesses, vous ne serez pas la puissance actuellement dans le monde. Et ces défis sont en train de ressurgir justement après la mort d'Élisabeth II, parce qu'il y a la période de l'émotion, mais il y a la période des questionnements sur le rôle de l'armée royale britannique durant les colonisations, durant l'Irak, en Irak, en Afghanistan, tout ça, c'était sous la conduite du roi. Même si le roi il a un pouvoir symbolique, mais pour la guerre, il a son mot à dire. D'ailleurs, c'est bien montré dans la saison 2 de Crown, lorsqu'il y avait Churchill venait discuter avec lui. Avant de donner la parole à Reda, je sais qu'il en a justement plein de choses à raconter. On va regarder la bande-annonce de la saison 4 aussi, qui est très croustillante parce qu'elle révèle une autre facette de l'histoire du palais de Buckingham, et aussi le parcours politique de la reine d'Angleterre. On regarde et on revient. Voilà, c'était la bande-annonce de la saison 4 de la série Crown. Reda Harirash, ce genre de série a un avantage, c'est qu'il éclaire ou il fait revivre aux téléspectateurs l'histoire, justement, de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une entrée en la matière, pour parler un petit peu de ce qui se passe au palais. On l'a vu dans la première saison, ses relations avec Churchill. Dans la 4e saison, on la voit avec Margaret Thatcher. C'est vraiment une série qui éclaire un petit peu sur les coulisses du pouvoir au palais royal de Buckingham. C'est une série aussi qui donne un aperçu sur l'évolution même de la personnalité d'Élisabeth II. Oui. Parce que quand elle arrive au pouvoir en 1952, elle est couronnée en 1953, et à ce moment-là, Churchill revient au pouvoir pour une courte période. Winston Churchill est au début des années 40. Et il y a même eu un dignitaire nazi qui est venu, qui s'est posé avec son avion en Angleterre au cours des années 40 dans l'espoir d'entamer des négociations avec les Britanniques. Et sous cet aspect-là, tout n'a pas été révélé. Et donc, par conséquent, c'est Winston Churchill, lorsqu'il a pris le pouvoir au début des années 40, c'est lui qui s'est opposé formellement à toute alliance avec le régime nazi, pour la raison suivante, c'est que les Allemands avaient des vues sur les colonies britanniques. Et il estimait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente avec Adolf Hitler en ce qui concerne les colonies britanniques qui étaient aussi bien au Moyen-Orient qu'en Inde. Et sachant qu'au Moyen-Orient, il y avait déjà les gisements de pétrole, donc pour les Britanniques, il n'était pas question d'approvisionner les Allemands avec leur pétrole. Et c'est ça qui a débouché finalement sur une accélération des événements au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment la bataille d'Angleterre en 1940, et qui fait que Winston Churchill a été véritablement le pilier de la résistance des Anglais contre toute entente avec
les Allemands. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'un certain nombre de membres de la famille royale, aussi bien Édouard, l'ex-roi Édouard, que Lord Halifax aussi. Même Philippe, et Philippe. Et il faut savoir que le prince Philippe, donc le mari de la reine Elisabeth II, toutes ses sœurs, quasiment ses 4 sœurs, ont été mariées avec des dignitaires nazis. Donc ça veut dire qu'à l'époque, en Angleterre et ailleurs en Europe, des gens avaient misé sur une victoire hypothétique des nazis. Et dès les années 30, il y a eu ces alliances-là. Donc à partir de cette situation-là, la reine Elisabeth, outre son inexpérience du pouvoir, elle était encore toute jeune, elle avait ce passif qui datait de la Seconde Guerre mondiale et qui fait que Winston Churchill était là et en position de force, d'autant plus que la Grande-Bretagne, en 1953-55, elle devait faire face à un autre péril qui était le péril rouge, avec le régime de Staline qui a commencé à s'imposer en Europe de l'Est. Donc il avait véritablement la main mise sur le régime britannique. À partir de là, par la suite, petit à petit, elle va à son tour avoir la main sur la politique britannique parce qu'elle va apprendre. Et puis elle aura affaire par la suite à d'autres premiers ministres qui vont succéder à Winston Churchill et qui, eux, n'ont pas le gabarit de Winston Churchill. Même avec la fameuse Margaret Thatcher, qui, elle, est une roturière, et qui, même si Elisabeth II n'approuvait pas complètement sa politique, surtout sa politique sociale, Elisabeth II pouvait quand même garder la dragée haute. Il n'y a qu'en ce qui concerne le conflit, la guerre des Malouines qui a eu lieu en 1982, où il y a eu un consensus général au Royaume-Uni pour soutenir l'intervention de l'armée britannique aux Malouines parce que les généraux argentins ont débarqué au niveau des îles Malouines en toute illégalité. Mais c'est des îles historiquement argentines, ils ne sont pas britanniques, ils sont colonisés par la Grande-Bretagne. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que ces îles-là, les îles Falkland, sont au large de l'Argentine, et c'est des îles qui ont été je dirais pas annexé, mais pris par le Royaume-Uni. Et c'est un peu le problème de Ceuta et Melilla, comme au Maroc. Au Maroc, oui. On peut toujours dire que géographiquement et historiquement, c'est des îles qui sont beaucoup plus argentines. Mais si on se réfère au droit international, ce sont les Britanniques qui ont eu le dernier mot. La preuve, c'est que les États-Unis les ont très rapidement soutenus. Et la France de François Mitterrand, c'est elle qui a fourni les codes des missiles Exocet aux militaires britanniques pour qu'ils puissent désactiver donc, le système de défense navale argentin. Reda a parlé du rapport avec Churchill. C'est bien montré dans la série The Crown, parce que Churchill venait une fois par semaine rendre compte à la reine. C'est la tradition. Les premiers ministres viennent rendre compte à la reine et on a vu comment, dans les discussions, dans les dialogues, comment Winston Churchill, qui a bénéficié de funérailles nationales en 1967, c'est le seul à avoir bénéficié de ça, sur ordre de la reine. Elle était tellement impressionnée par son personnage, par sa formation politique, qu'elle avait sa personnalité surtout. Et les rapports avec les autres premiers ministres qui sont venus après, comme Harold Macmillan ou Wilson ou les autres, étaient toujours des rapports conflictuels. Parce qu'eux étaient surtout sur les questions économiques. La reine veut toujours garder l'image de la reine populaire, la mère de la nation, qui aime tout le monde, etc. Et les premiers ministres ont tendance à être plus réalistes par rapport à l'économie, par rapport aux chiffres de l'économie. Elle était toujours là à marquer sa désapprobation et c'était donc le comble avec Margaret Thatcher, parce que Thatcher est une conservatrice avérée, dure. Et les discussions, on a vu tout à l'heure dans l'extrait, comment les discussions étaient vraiment... La reine est presque sortie de ses réserves avec elle. De sa réserve, on lui donnait presque ordre, elle ne peut pas lui donner un ordre, mais bon, des conseils, etc. Et ces rapports ont construit avec le temps une certaine conscience politique de la reine par rapport à ce qu'elle veut aussi du royaume, parce qu'elle était très attachée aux joies de la couronne, elle voulait garder toutes les
l'Empire, celui de on arrive à 70 ans, c'est le règne le plus lent dans l'histoire de... Tout à fait. Il y a un autre documentaire, pardon. Oui. Il y a un autre documentaire sorti normalement l'année passée sur la vie. C'était à l'occasion de l'anniversaire 70e de son règne. Jubilé de platine, oui. Voilà. Mais c'était pas vraiment... Ça reste un documentaire historique, quoi. Oui, mais pas de la fiction. Aussi, oui. Houda, je voudrais poser une question, puisque tu suis un petit peu ce qui se passe dans les séries, tout ça. Pourquoi, justement, les producteurs, et surtout le producteur Peter Morgan, a choisi de faire une série sur la reine alors qu'elle était toujours en règne? C'est-à-dire, il n'avait pas peur qu'il soit bloqué quelque part suite à la diffusion d'informations ou d'histoires parfois non officielle sur la famille royale. Pratiquement, c'est trop rare. Oui. Série américaine. Coproduction entre la Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier, Peter Morgan n'est pas américain. Mais bon, Netflix est américain. Mais bon, tous les auteurs, le scénariste, le producteur, la réalisation, les comédiens, tout ça, ça a été tourné en Grande-Bretagne. Oui, bon, c'est très rare de voir une série de style biographie qui est faite qui est faite sur une personne qui est encore en vie. Oui, et qui peut dénoncer un petit peu. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent quand on parle d'un personnage historique. Souvent, même sa famille dénonce certains faits. Voilà. Il y en a, par exemple, des chanteurs. Et on ne peut pas faire une série ou bien un feuilleton juste comme ça. Là, c'est une reine. Comme la série sur la série, le feuilleton sur Warda, Matalan. Voilà, exactement, c'est ça. Sur Keltom aussi. C'est le même problème. Voilà, Mais pour la reine Elisabeth, ça c'est fait. Et on voit maintenant Peter Morgan qui récolte le fruit de son travail. C'est un success story, il faut avouer. Oui, c'est une série qui a très réussi, mais je dirais que la reine Elisabeth, ces dernières années, a perdu son éclat, a perdu son public. Houda, par exemple, dernièrement, avant la mort de la reine, à 92 ans, on l'avait vu dans un clip avec l'ours Paddington. Paddington. On va voir des images. Oui, c'est changé sur la marmelade, à la James Bond, sur la marmelade. Pour les jubilés de platine qui étaient en juin 2022. Elle a même été personnifiée dans un dessin animé. Absolument. Il y avait un film qui s'appelle The Royal Corgi, où il y avait le chien de la reine, etc. Et elle a accepté ça parce que la famille royale provoque parfois des images ou des clips, et même des écrits dans la presse, parfois, dans la radio. Elle est parodiée. Elle ne joue pas, mais... Parce que c'est un personnage qui est resté dans l'histoire. C'est devenu un morceau de l'histoire. Non, pour elle, c'est une autre façon d'écrire l'histoire. Oui, de devenir plus populaire aussi. Pour elle, c'était ça. C'était intelligent, je ne sais pas. C'est ses conseillers ou bien c'est elle-même qui a décidé, tiens, laissez cette série passe, on va voir ce qu'elle va faire. On va regarder justement la bande-annonce parce que aussi elle est présente au cinéma. Et le film de Stephen Frears qui revient sur l'épisode du conflit entre la reine et la princesse Diana. Tony Blair, oui. Et Tony Blair, justement, le film Queen revient, il est sorti en 2006, revient sur cette relation tumultueuse entre la reine d'Angleterre et sa belle-fille. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. La princesse de Galles est morte des suites d'un accident de voiture à Paris. Bonsoir, Majesté. Pardon de vous déranger, mais je viens de recevoir un appel de notre ambassade à Paris. La princesse de Galles. Quoi? Qu'a-t-elle encore fait? Le Premier ministre, Tony Blair, s'apprête à faire une déclaration. Elle était la princesse du peuple. Et c'est ainsi qu'elle demeurera, à tout jamais. La reine et la famille royale sont à Balmoral. Leur absence protocolaire a été vivement critiquée. Diana n'appartient plus à la famille royale. Ce n'est plus une altesse. Cela relève du domaine privé. Mais où vont-ils chercher leurs conseillers? Le Premier ministre, pour vous. Avez-vous l'intention de faire une quelconque déclaration? Non. Aucun membre de la famille royale ne s'exprimera en public. À qui croit-il parler? Son instinct lui dicte de ne rien faire. Imbécile.
Ce serait une erreur d'entrer dans leur jeu. On lui a enseigné que c'est par la volonté de Dieu qu'elle est ce qu'elle est. Un changement s'est produit, un bouleversement des valeurs. Vous êtes la souveraine, le chef de l'État. On n'a rien à vous dicter. Voilà, c'était la bande-annonce du film de Stephen Fields sorti en 2006, The Queen. Alors, ce film a le mérite de parler justement, pour la première fois au cinéma, de la reine. Hein. C'est le premier film qui parle de la reine Elisabeth et c'est un film très critique envers elle. Oui, très critique, parce que c'est une période très compliquée. La période d'après la mort de Diana. De Diana en 1997. À l'époque, la reine reprenait un peu grâce auprès de l'opinion publique. Après ce qui s'est passé dans les années 92, elle-même avait qualifié ça d'annus horribilis, année horrible. Les scandales de Safi Anne, les scandales d'Andrew, les affaires aussi du roi, plutôt du palais de Windsor, il y avait un incendie à l'intérieur. On sait d'ailleurs à ce jour pourquoi il y a eu cet incendie. Donc la reine a commencé à avoir trouvé grâce auprès du public et ce film est arrivé comme quoi le cinéma peut changer aussi des opinions. Et le film a eu un tel succès qu'il a été bien sûr attaqué par la presse britannique, presque l'unanimité, alors qu'il révélait, Peter Morgan déjà à l'époque, révélait une partie importante qui est aussi révélée, détaillée dans The Crown. Je pense que Morgan a fait exprès, ce qu'il n'a pas dit dans le film. Il l'a montré dans la série. Oui, parce que Diane la presse du peuple d'Anthony Blair l'a qualifiée comme la presse populaire. Et c'est vrai qu'elle était très populaire parce qu'elle vient d'un milieu modeste et que l'opinion publique britannique a senti qu'elle a été malmenée par la famille royale. On le montre clairement. Il y a des scènes merveilleuses, comment elle était attaquée, tout le monde la regardait. Elle arrive dans le salon et tout le monde la regardait d'un œil hautain, évidemment, parce que les Windsor, c'est une famille hautaine aussi. Parce que, oui, et c'est démontré dans The Crown. Et donc ce film a eu le mérite de révéler cela. Cela n'a pas du tout plu et donc et ça a ouvert aussi un débat parce qu'on avait reproché à la reine son silence après la mort de Diana. C'est confiné. On a dit elle était restée imperturbable alors que la mort de Diana donc dont le pont de l'Almade à Paris fin août 1997 avait fait le tour du monde. Sur cette mort qui reste mystérieuse d'ailleurs pour certains, c'est une mort qui a été organisée je ne sais pas par qui, mais c'est le silence de la reine qui était impliqué directement ou concerné au plus haut point, a été donc un choc pour les Britanniques. Et le mérite du film de The Queen, c'est de l'avoir montré avec beaucoup de courage. Et il ne faut pas oublier aussi la touche du réalisateur, Stephen Fields, qui est considéré comme un réalisateur de gauche. Hein. Il est irlandais, je crois, et en même temps, il a toujours parlé de la population, un petit peu de la société de Liverpool, de tous les problèmes sociaux. C'est les films sociaux. Hein, donc, Stephen Fields a souvent été critiqué pour ses films, disons, socialistes. Oui. Et il n'a pas justement épargné la reine, mais il a mis en valeur Tony Blair, qui est Premier ministre. Qui est de gauche. De gauche. Travailliste. Travailliste, oui, parce que Tony Blair était en conflit avec la reine, notamment à cause de Diana. Et il y a un consensus britannique, vous le voyez avec les funérailles qui n'en finissent pas pour reprendre Reda de la reine. Il y a un consensus lorsqu'il s'agit de la famille royale ou il y a un certain silence qui s'installe auprès de la classe politique britannique, dans la presse britannique. Et donc le seul moyen de raconter cela, c'est de venir par le cinéma, et de remettre en cause certains acquis, certaines images, parce que le palais royal joue toujours sur l'image, sur la communication, en gardant une belle image, parce que la royauté fascine parfois les ors, les costumes, les soirées, les bijoux, les meubles et tout ça. On joue beaucoup sur cette image, mais c'est une image qui commence à être écornée au fil des temps. La série The Crown a beaucoup contribué à donner une autre image. On a vu une reine sous notre angle. On a vu comment Philippe se comportait avec son fils, comment Charles se comportait avec Diana, comment Harry se comportait. Tout ça, c'est de l'intérieur. Et comment il se comportait avec les travailleurs, avec leurs employés. Tout ça fait que l'image du public par rapport à
à la royauté ou à la monarchie commence à changer. Et il y a même des sondages qui sont faits en Grande-Bretagne. Les jeunes Britanniques ne s'intéressent pas beaucoup à la monarchie aujourd'hui. La même chose au Canada, la même chose dans d'autres de ceux qui font partie du royaume britannique. Et donc, parfois, on a besoin d'entretenir l'image. Oui. Houda, ce genre de film, justement, on voit que le réalisateur et même la production est anti-monarchiste, proche du travailleur. Est-ce qu'il n'y a pas justement des cinéastes qui sont proches du palais, qui, disons, diffusent l'information ou l'image du palais? Oui, généralement, il y en a des auteurs, il y en a des journalistes aussi qui sont toujours pro à la monarchie. Oui, oui. Ils défendent toujours la reine et la famille royale. Ils essaient de nettoyer indirectement les habits sales de la famille royale. Je dirais ça parce que c'est une famille qui a tant de scandales. Donc, c'est des gens, je dirais, qui sont, soit ils sont payés directement pour faire ça, pour... Par exemple, le dernier documentaire sur sur la reine. C'était un documentaire qui racontait le bon côté de la reine, une vie parfaite, une vie... Qui a été diffusé après son décès. C'est pour la 70e voilà, anniversaire. Il a été rediffusé. Oui, il a été rediffusé. Mais on voyait que c'est une vie parfaite d'une reine. Hein. Une vie qu'on voyait dans les contes de fées. Voilà. La communication. Oui, c'est de la communication. Moi, je dirais que c'est la communication de la famille royale, indirectement, en utilisant les pistes du cinéma, parce que le cinéma raconte toujours... Mais la reine utilise justement le cinéma et surtout un héros particulier, c'est James Bond. Voilà. On regarde cette image justement d'un spot publicitaire qui a été diffusé par la Grande-Bretagne à l'époque pour faire l'éloge des Jeux Olympiques de Londres. Et on voit comment la reine a utilisé l'image de son héros préféré, James Bond, qui est un agent... Je vous rappelle, ce n'est pas un extrait de film ou de série, c'est un spot qui a été utilisé pour faire la promotion des Jeux Olympiques de Londres 2012. Et la reine d'Angleterre a utilisé l'image très belle du héros national de cinéma, Daniel Craig, qui jouait les derniers James Bond. James Bond est un espion britannique de la MI5, MI6. Et Reda en parlait tout à l'heure. On oublie aussi que la reine est responsable du service secret britannique. MI6, je pense, c'est pour l'extérieur. Et James Bond, c'est le héros parfait, hein, parce qu'il a des gadgets. C'est le MI6, c'est l'extérieur, c'est pas MI5. On a des confusions entre les deux, mais je pense que c'est MI5. MI5, parce qu'on voit M, qui est donc la chef de James Bond. Et James Bond est le héros parfait. Hein. Il réussit à déjouer les complots, etc. Et ça rentre dans le cadre d'une autre propagande qui est liée à la soft power, etc. Tu penses que c'est de la propagande ou c'est de la promotion? Il y a de la non, c'est beaucoup de propagande. C'est de la communication. C'est de la communication, mais il y a un peu de cinéma, il y a un peu de communication, il y a un peu de tout. Vous parlez tout à l'heure du cinéma et je me permets d'ouvrir une parenthèse sur le film de Tim Hooper, le film The King's Speech. Ah, King's Speech. Parce qu'on avait oublié que j'ai vu au Festival de Berlin, qui a rencontré un grand succès. 2010, oui. Albert, c'est le deuxième fils de George V, qui deviendra après le George VI, c'est le père d'ailleurs d'Elisabeth II. Et c'est pas raconté par les historiens, ni par les biographes, comment Albert, qui est devenu George VI, avait des difficultés à parler. Et il était bègue, soit plus... plus puissant, plus charismatique. Plus présent. Bien sûr, il avait un orthophoniste, je pense, australien, qui l'a aidé, etc. Mais cela a été montré par le cinéma, encore une fois. Tout à fait. Ni par l'histoire, ni par les médias. Donc il y a des choses que le cinéma, d'où sa force, raconte ce que l'histoire ne raconte pas. Avec beaucoup de courage. Il y a de la fiction, mais ça fait bouger des lignes parfois. Et ce film, il a été aussi très, très bien accepté en Grande-Bretagne, d'autant plus qu'Albert, c'est le père George VI, c'est le père de la reine Elisabeth. Reine Elisabeth. Houda, tu voulais intervenir sur le spot? Moi, je voulais dire que la reine lui a donné un très grand honneur de participer. Oui, pour le spot, pour les Jeux Olympiques. Peut-être, pourquoi on ne dit pas que c'était Daniel Craig, son acteur préféré ou bien son idole, donc elle a décidé de participer en personne
pour le spot. Et d'ailleurs, c'était pour les Jeux olympiques. L'image de la femme humaine, d'ailleurs, vous avez vu comment les chiens, les corgis, les chiens de la reine. Elle a une très grande collection. Une femme ordinaire, parce que Elisabeth II a toujours cultivé cette image de la mère de la nation qui est ordinaire, qui est gentille avec tout le monde, qui rassemble, comme tu as dit, il faut analyser un petit peu entre les lignes ce spot, parce que pour les gens qui regardent, oui, il y a deux héros. Les héros politiques et les héros cinématographiques. Mais il ne faut pas oublier que un petit peu la chef des services secrets britanniques, c'est la reine, et Daniel Craig était venu pour accompagner la reine à l'ouverture des Jeux Olympiques, et qui est un événement un petit peu sécuritairement compliqué. Oui, oui, absolument. Et la manière avec laquelle le spot a été filmé, c'était des hommes fiers qui marchaient avec beaucoup de fierté, victorieux, ils vont vers la réussite, etc. D'où l'idée de la propagande, parce que les images ne sont pas choisies comme ça. On ne choisit pas les images. Oui, mais c'est une très bonne communication aussi. Oui, c'est la communication. Elle a aimé, c'est une très bonne communication. Elle est sous le charme. Sous le charme de Daniel Craig. On a vu la reine à 92 ans parler avec un ours. Donc, oui, tout à fait. Et ça part de la marmelade et elle lui montre même son sandwich dans le sac. C'est toujours cette image d'une femme ordinaire. On n'a pas voulu sortir toutes les images où la reine est représentée. Celle-là, elle est réelle, c'est-à-dire elle a joué dans le spot. Mais il y a aussi les parodies ou bien les films de Mr Bean, où elle est parodiée, où on la montre, mais on la montre pas réellement. C'est pas elle, c'est un sosie, mais Mr Bean. Parce que c'est un personnage. C'est un personnage britannique. Même la reine, c'est un personnage. Elle est devenue une partie des décors. Et c'est pour ça qu'elle inspire les cinéastes, elle inspire les dramaturges, les hommes de lettres, etc. C'est un personnage, donc on l'introduit à chaque fois, parce que aussi elle cultive une certaine énigme autour d'elle, autour de certains secrets, certains mystères. Même ça rentre dans la communication. On ne dit pas tout. Les royautés, en règle générale, ne disent pas tout lorsqu'il s'agit de conflits internes. Et on véhicule toujours, comme l'a souligné Houda, toujours la belle image d'un royaume qui ne tombe pas. On va boucler le dossier de la reine d'Angleterre avec Reda Harriaj qui va nous commenter. Je voudrais revenir un petit peu sur ton intervention la semaine passée. Tu parlais de la reine d'Angleterre qui a visité l'Algérie. On a retrouvé les images. La semaine passée, on n'avait pas les images. Oui. On a retrouvé les images de la visite de la reine à Sidi Abdelrahman. Je demandais un petit peu à la réalisation de nous montrer un petit peu ces images, mais il n'y avait pas que Sidi Abdelrahman, puisqu'on a retrouvé d'autres images. Voilà, celle-là, c'est l'entrée du mausolée de Sidi Abdelrahman. Beaucoup de gens avaient critiqué dans les commentaires, oui, c'est faux, jamais la reine est venue. Voilà, les images en parlent. C'est à l'entrée de Sidi Abdelrahman à l'époque. Il y a une autre avec le roi aussi à l'intérieur du mausolée, devant même une tombe. Voilà, celle-là. Tu peux commenter, vas-y Reda. Quelques années par la suite, le roi Édouard est venu au début du XXe siècle pour visiter le mausolée de Sidi Abdelrahman. La reine Elisabeth II également l'a visité lors de son déplacement à Alger en 1980, où elle a tenu à rendre hommage à ce saint patron de la ville d'Alger. Et je tiens à préciser que plusieurs souverains, c'est vrai. J'ai lu ça européens, sur Wikipédia, sur le mausolée Sidi Abdelrahman, il n'y avait pas que la reine d'Angleterre. Notamment la famille Habsbourg, au tout début des années 50, qui était venue se recueillir sur la tombe de Sidi Abdelrahman, la famille royale du Portugal. De Finlande, si je ne me trompe pas. Du Portugal et d'autres nobles qui sont venus. Il y a une image aussi de la visite du roi et de la reine au palais d'hiver, palais d'été plutôt. Voilà, celle-là, justement, c'est le palais d'été. Le palais d'été, donc c'est le roi Édouard, le fils de la reine Victoria, qui est venu visiter. Et puis on a une image à l'amirauté, une image rare. Je découvre des fois ces images. On voit la reine un petit peu et on voit la baie d'Alger au loin. Oui. C'est des images qui ont existé et qui racontent un petit peu le passage des membres de la famille royale britannique en Algérie. Oui, finalement, il y a 4
4 rois et reines britanniques qui ont visité. On a même parlé de la visite de Diana et Charles à l'époque, quand ils se sont mariés, ils ont visité Bni Hawa. Exactement. Oui, donc ils ont visité l'Algérie à l'époque. Oui, oui. Vous avez le roi Charles, l'actuel Charles III, sa mère Élisabeth II, Édouard et Victoria. Donc ça fait 4 souverains britanniques qui ont visité l'Algérie en l'espace d'un peu plus d'un siècle. Et la balle est dans le compte des historiens algériens pour nous raconter tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Pour raconter ces visites royales. Voilà, on a bouclé tout ce qui concerne la reine Elisabeth au cinéma et à la télévision. On va parler maintenant d'un film qui est sorti, enfin qui n'est pas encore sorti, mais qui est passé il n'y a pas longtemps au Festival de Venise sur une reine d'Alger. N'est-ce pas, Reda? Zéphira. Voilà, on regarde la bande-annonce et on revient au débat. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر حررتنا سليم سليم كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه مش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو راح نديروا العكس ولادي مش حزب راح Les Américains ne vont pas comme quand ça mérite comme il était bien. يكسي نتوش تكيارو جدا سفيرة ما كان لنا لنتي تمسروين الجزائر سليم كان خويا انا ما نقدرش خويا إذا ماشي انت المجرم بلا لقاح أنا أمي حياة عندي مسكين ما سمعت أنا فهمك صناني سيدي يكون وصول التلميذ أنا معاك عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي كما يسمعوا للسلطان Voilà, c'était la bande-annonce du film La Dernière Reine, Al-Malik Al-Akhira, de Damia Ounouri et de Adila Bendimirad. Ce film a été sélectionné au Festival de Venise dans une section parallèle. Finalement, ce genre de cinéma, qui parle un petit peu des royaumes et qui parle des rois et des reines, ont beaucoup de succès au cinéma. Oui. Sans parler des séries turques, etc. Ce film a le mérite d'être très bien réalisé, très bien documenté, mais aussi très bien joué avec des comédiens de talent. Et il a une qualité artistique très intéressante qu'on ne retrouve pas dans nos films, malheureusement, et qui, je pense, aura un avenir dans les festivals et même aura un succès dans les salles s'il sortira en Algérie. Mais ce qui est intéressant, c'est cette période ottomane ou cette période de présence turque, puisque ça parle des premiers, c'est en 1500 et quelques, où Arrouj Barbarousse avait pris le pouvoir au roi Salim Toumi, et qui il a tué, enfin il a assassiné, il voulait prendre sa femme, finalement elle s'est suicidée. Ce film est un drama, mais ça reste aussi un fait historique très important. J'ai lu un livre récemment sur les rois d'Alger, un livre qui a été écrit par un Espagnol et qui raconte qu'on avait quand même 32 rois depuis 1500 jusqu'à 1830. Oui, ben, comme quoi l'Algérie était bien une nation avant la colonisation française. Oui, tout à fait. C'est un film qui répond d'une manière directe à cela, parce que je rappelle aux amis téléspectateurs que le président français avait dit, cela a suscité bien sûr une crise diplomatique entre l'Algérie et la France, qu'il s'interrogeait s'il y avait une nation algérienne. Et on montre bien qu'au XVIe siècle, en 1516,
l'histoire se passe en 1716 de ce film. Il y avait bien des rois, il y avait bien des palais, il y avait bien des habits, il y avait des costumes, il y avait, enfin bref, il y avait une civilisation. Même si Zéphyra n'était pas une reine, Zéphyra était une princesse, elle était l'épouse de Selim Toumi, et Selim Toumi avait fait appel aux corsaires, notamment à Barbarouche en 1716, parce que les Espagnols... Pour faire face aux Espagnols. Oui, aux Espagnols, les invasions espagnoles qui n'avaient pas cessé d'ailleurs à l'époque. Il y avait l'affaiblissement d'Algérie, des Zianides, etc. à l'époque. Et donc, Zéphyra, peut-être Adila Bendemirel et Damien Nounouri, en s'intéressant à ce personnage, parce qu'elle-même, Adila dit que c'est un personnage qui n'a pas existé. Pour les historiens, elle n'a pas été suffisamment dans raconté. Les livres, il n'existe pas. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses. Dans les légendes, surtout, on parle beaucoup à Sidi Abdelrahman de cette légende, beaucoup en parlent. Hein, certains, disons, pas historiens, mais ceux qui racontent un petit peu l'histoire turque ottomane, oui, parce que la présence ottomane en Algérie. Arrouj s'est installé sultan, il s'est autoproclamé sultan après la mort suspecte de Selim Toumi. Personne ne dit comment il est mort. Bon, même dans le film, ça reste aussi flou. Hein. Oui, c'est flou parce qu'on dit que c'est Arrouj qui serait entré dans un bain, qui l'aurait étranglé, d'autres disent donc qu'il s'est suicidé, etc. Bien dans sûr. Le livre Les Rois d'Alger, il parle justement de l'assassinat de Selim Toumi, comme quoi c'est un de ces éléments qui a été envoyé par Arrouj, qui l'aurait assassiné, étranglé, et puis voilà. Oui, parce qu'Arrouj est venu à l'appel de Toumi. Pour précision. Toumi, après, il y avait donc le rattachement, je pense, à partir de 1719 ou 18 à l'Empire ottoman. Cette période, c'est vrai, il y a beaucoup de blancs par rapport à ça, y compris dans les livres d'histoire. Parce qu'il n'y a pas eu d'écrit. Hein. Le seul écrit qu'il y a, c'est un écrit d'un prêtre espagnol. Hein, oui, le 14e, 13e, 15e, 16e, 17e siècle est presque inexistant dans le cinéma algérien, inexistant dans la littérature, inexistant dans l'écrit littéraire. Il y a le film L'Andalou de Mohamed Chouet. Oui, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des périodes très importantes, notamment Selim Toumi, qui reste un personnage énigmatique, lui aussi. L'entourage de Selim Toumi. Tha'alibi, les Zianides à un moment donné qui avaient fait allégeance aux Espagnols. Toutes ces histoires, je pense qu'ils tendraient à être... Et c'est une bonne chose qu'on a commencé enfin à s'intéresser à ces périodes. On n'a pas encore vu le film, j'espère qu'il va bientôt sortir. Et là, il est passé dans le Venice Days au Festival de Venise. C'est une section parallèle. On l'a vu dans le cas... Moi, j'ai eu le plaisir de le voir parce qu'il était... choisi parmi les films qui étaient pressentis pour représenter l'Algérie aux Oscars. Malheureusement, Rachid Bouchareb avait plus une longueur d'avance sur le film, mais s'il n'y avait pas Rachid Bouchareb, le film serait facilement présenté aux Oscars. Parce que c'est une histoire algérienne aussi. Oui, c'est une histoire algérienne, mais aussi... C'est bien fait cinématographiquement. Oui, parce que, avant de donner la parole à Reda, Zéphyra est un personnage important, presque un personnage littéraire, parce que c'est une femme qui a refusé les avancées d'Arrouj. Arrouj lui a écrit un livre, « Je mettrai l'Afrique à tes pieds », en lui disant, parce qu'il voulait lui demander au mariage, et la veille de... Je ne sais pas si c'est montré dans le film, parce qu'on n'a pas encore vu, Zéphyra se serait suicidée à la veille de... Parce qu'il lui avait imposé le mariage. C'est montré dans le film. Parce que pour elle, elle ne pouvait pas trahir son mari, qui est Selim Toumi. Oui, Reda. Oui, je voulais préciser... Intervenir, voilà. Je voulais préciser que c'est une période de charnière qui est connue. Elle n'est pas inconnue, mais elle n'est pas suffisamment relatée. Relatée, oui. Voilà. Relatée, oui. Pourquoi? Parce que cette période-là... Elle est connue à travers qui? À travers les historiens espagnols ou les historiens turcs? Les historiens espagnols, turcs, français, on sait ce qui s'est passé à Alger au tout début du XIXe siècle. Les Algériens savent aussi. Parce que le livre Les Rois d'Alger, il a été écrit en 1800 et quelques. Donc, oui, il y a eu des écrits, mais en fait c'est parce que les artistes et les Algériens d'une manière générale se sont peu intéressés à cette période-là. Mais même des historiens algériens ont suffisamment écrit sur le début du XVIe siècle en Algérie, et cette période-là, elle est connue. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est une période charnière entre donc la fin des royaumes médiévaux, notamment Zianides et Hafsides, et l'arrivée des Ottomans. Parce qu'avec les frères Barberousse, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les frères Barberousse, ils étaient localisés dans l'île de Djerba, ils sont originaires des îles grecques,
Donc ils ont pris possession à Djerba et par la suite... Il n'est pas turc, hein, pour être plus précis. Grec. Et des Grecs, oui. Voilà. C'est ça. Et à partir de Djerba, donc les Algériens font appel à lui et plus précisément, bien avant Alger, ce sont les souverains, les descendants des Hamadites à Béjaïa qui ont fait appel aux frères Barberousse. Et donc, on le montre dans le film d'ailleurs. Et donc qui ont pris position... C'est là où il perdra son bras d'ailleurs. Il y a la scène qui vient de passer. Dans un premier temps... Dans une bataille à Béjaïa, il perd son bras. Dans un premier temps, donc, ils établissent leur base à Djidjel. Et c'est à partir de Djidjel qu'ils vont intervenir à Alger. Ce n'est que par la suite que les Ottomans seront sollicités, parce qu'une fois que les frères Barberousse deviennent les maîtres d'Alger, ils savent que leur possession est tout à fait éphémère à partir du moment où ils ont en face d'eux l'Empire espagnol, qui est beaucoup plus puissant et qui est dangereux. Donc, pour conserver leur position à Alger, ils ont fait allégeance. Donc, ils ont fait allégeance. D'abord aux frères Barberousse. Les frères Barberousse. Ah oui, ils ont fait allégeance Les frères Barberousse ont fait allégeance au sultan calife d'Istanbul. Il faut préciser dans le film que les frères Barberousse étaient présentés comme des mercenaires. Oui. C'est pas des. D'ailleurs, ils ont tellement foutu la pagaille. Au départ, ça a été la joie, ils ont libéré Alger et tout. Après, ils ont foutu la pagaille dans le palais, ils commandaient, ils dirigeaient, ils frappaient les gens dans la rue, tout ça. Après, ils ont décidé de prendre le pouvoir, tout simplement. Ils ont tué le roi. Et celui qui les avait sollicités, donc Toumi, Thalibi, c'est la même tribu que Sidi Abdelrahman. C'est ça, oui. Sidi Abdelrahman qui était un contemporain. D'ailleurs, cette histoire de Zafira est souvent racontée au mausolée de Sidi Abdelrahman. Souvent, on la raconte. Même Cheikh El-Mahrousa la raconte sur les plateaux de télévision. Il y a eu même une vidéo qui a été diffusée sur Internet où on parlait de cette histoire d'amour entre Salim Toumi et Zafira. Amour impossible. Après Amour impossible avec Khaled. Mais ce qui est important, c'est que le titre, c'est la dernière reine d'Alger. Parce qu'il faut. Ce n'est pas une reine. C'est pas une reine, parce qu'elle n'a jamais été installée. Elle n'a jamais été. Oui, mais c'est pour aussi préciser que c'était la fin du royaume algérien à l'époque. Après, il y avait les Ottomans qui ont pris le pouvoir de 1500 jusqu'à 1830. La fin de ce royaume d'Alger. Il n'y avait pas de royaume algérien. Parce qu'il y avait les Zianides qui étaient à Tlemcen. Et il y avait donc d'autres petits royaumes qui étaient à l'est. Il y a le royaume de Koukou également. Donc c'était la reine, en quelque sorte, entre guillemets, d'Alger. Ça se limitait à ça. Et quand Salim Toumi a fait appel aux frères Barberousse, une fois que les frères Barberousse ont fait le travail, je dirais, le sale boulot, entre guillemets, une fois qu'ils ils se sont dit, maintenant on va rester ici à Alger et nous allons jouer un rôle politique. C'est à partir de ce moment-là où un certain nombre de notables locaux à Alger, qui les avaient sollicités en tant que mercenaires, ont commencé à faire la moue et à dire que ils sont en train de voir plus gros que leur ventre. On les a jamais sollicités pour qu'ils deviennent nos souverains, mais uniquement pour qu'ils nous donnent un coup de main. C'est tout. Et voilà. Et c'est ce qui va déboucher sur l'assassinat de Salim Toumi et l'arrivée par la suite des Ottomans. Qui prendra le pouvoir pour ne pas le lâcher. Après, il y a eu 32 rois. Pendant 3 siècles. En fait, ce n'était pas des rois. On avait essentiellement des Dey et des Bey, ainsi que des Bel Bey. Ils ne pouvaient pas être rois puisqu'ils ont fait allégeance. Moi, je te dis roi parce que dans le livre, ils disent les rois d'Alger. Il y a eu 32 rois d'Alger. En fait. C'était en quelque sorte l'équivalent de roi parce que le sultan calife qui était à Istanbul, c'était l'équivalent d'un empereur. Un empereur, tout à fait. Donc un empereur, c'est au-dessus des rois. Et eux, on leur a taillé des petits royaumes, des titres, l'équivalent. De toute façon, le livre, quand il le lit, il y a de la matière pour des séries, pour des films, pour pas mal de choses. Il faut savoir que les frères Barberousse, ils n'étaient pas à la tête de petits royaumes, parce que Alger, une fois que
Kherdin C'est Kherdin qui a pris le pouvoir. Arrouj, il a été tué. Il a été tué en 1718 à Tlemcen. Kherdin Barberousse, lui, il va être à la tête d'un grand royaume. Un gros royaume. D'ailleurs, son buste est à Istanbul. Là, il est considéré comme il était devenu un grand conquérant. Quoi. Il était devenu. Il y a eu la série turque sur Kherdin Barberousse à la tête donc. Non, on ne mentionne pas ça. Alger sous Kherdin Barberousse chapeautait Tunis et Tripoli. Oui. C'est ça. Ouais. Voilà. Ça. Et donc les Ottomans, rapidement, les Ottomans, par crainte de voir émerger en leur sein une entité rivale, parce que les frères Barberousse étaient devenus très puissants, le calife d'Istanbul a eu cette idée de dire à Kherdin de venir à Istanbul auprès de lui pour devenir le chef de sa marine. Tout à fait. Oui. Mais en même temps, c'est pour l'avoir entre les mains. Voilà. C'était Salim Ier à l'époque. Ouais. Oui, Salim Ier. Si vous permettez, je vais poser une question à Houda. Ces séries turques sur l'Empire ottoman, Harim Sultan, Ertugrul, etc., et même les séries que les Algériens ont produit, comme Ashur al-Ashur, ces séries sur les royaumes, sur les rois, fascinent le téléspectateur aujourd'hui. Oui, ça lui fascine beaucoup. C'est une autre façon de voir son histoire. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver aussi. Ça fait rêver. On a une nostalgie vis-à-vis la royauté, tout ce qui est royal, c'est luxe, c'est une vie qu'on a souvent racontée. Mais les Algériens restent profondément républicains. Oui. Même s'il y a de la nostalgie, les Algériens restent très attachés à la République. On resterait toujours attaché à la République, mais on n'oublie pas que, par exemple, en Turquie, si on voit Harim Sultan, c'était une série qui a cartonné, qui a raconté, qui nous a fait rappeler du patrimoine. Qui a eu beaucoup plus de succès, Harim Sultan, les gens ne le savent pas, beaucoup plus de succès dans le monde arabe qu'en Turquie. Hein. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses racontées dans cette série. Oui, parce très critiquées en Turquie. Très critiqué parce que le sultan n'était pas comme ça, la vie du harem n'était pas comme ça, la reine, la sultane Hurrem n'était pas comme ça, tout était fiction. Donc ça n'a pas vraiment fait le grand buzz en Turquie. Mais dans le monde arabe, ça a fait succès. On est toujours, nous les Arabes, on est toujours fascinés par tout ce qui est royauté. On aime le luxe de la royauté. Surtout en Égypte, par exemple. En Égypte, on adore ce genre de séries sur les royaumes. On a vu par exemple sur Malik Farouk, le feuilleton sur le Malik Farouk a eu un grand succès en Égypte parce que il y a un feuilleton avec l'actrice Yusra qui Yusra aussi, sur le palais. Oui, sur le palais. Mais ça reste toujours la réalisation turque était un peu spéciale. Elle est passée beaucoup plus vers l'industrie cinématographique que la série télévisée. Donc du coup, ça a fait un très grand boom. Actuellement, on voit Barberousse. Sur TRT, oui. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment eu le même succès de Harim Sultan ou bien Ertugrul. Oui, parce que Ertugrul était plus réel que Harim Sultan. Oui, parce que le but de ces séries, de ces feuilletons, c'est justement de montrer la puissance de l'Empire ottoman, comment Ertugrul a été fondateur, ça vient de lui, le Othman. Et aussi, l'autre feuilleton, c'était sur Abdelhamid, le roi Abdelhamid II, qui était le dernier roi ottoman, Mohamed El-Fatah, qui était en guerre avec le mouvement sioniste naissant à l'époque. Donc, ces feuilletons permettent aussi de raconter l'histoire autrement. Malheureusement, oui. Et pour clôturer, je voudrais dire tout simplement que les publics dans les pays arabes sont nostalgiques des contes des Mille et une nuits avec Shahrazad. Merci beaucoup, Reda, pour ces notions sur l'histoire et notre histoire cachée. Merci, Faisal, pour tes éclairages et de critiques. Merci Houda pour ta première participation. J'espère que ça a été un très grand plaisir, messieurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. On vous remercie. Voilà, on a quand même pris 1h30 du programme aujourd'hui sur Média Pro. Je remercie toute l'équipe de la réalisation de HAL 24. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. On va sortir un petit peu du royaume et passer à autre chose, toujours sur les médias et la télévision. Bonne soirée.